On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une employée de la ville de Saint-Jean qui vient de prendre sa retraite, très impliquée au niveau culturel. Mais d'abord, parlons de violence conjugale. Et Saint-Jean, maintenant, offre ce fameux système d'alerte pour les victimes de violences conjugales. Vous l'avez vu dans l'actualité des dernières semaines, malheureusement, avec cette croissance des cas de féminicide, on a parlé davantage de violences conjugales. Bon, heureusement, on en a parlé plus. On a reçu même ici récemment, et on le fait de toute façon à chaque année, les représentants de la maison INA à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais là, ce qui est intéressant, puis ça fait pas tellement longtemps que j'ai entendu parler de ça, et je voulais qu'on développe sur le sujet, c'est l'installation d'un système d'alarme pour les victimes de violences conjugales, afin de comprendre un peu ce qu'il en retourne. Avec nous pour en parler, le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Fortier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce protocole de système d'alarme ISA? Tout à fait. Alors, disons que le protocole existait déjà dans certaines municipalités, mais en fait, c'est un pas de plus pour la protection des victimes de violences conjugales. Mais une victime qui craint pour sa sécurité physique. Alors, donc, dès que la personne craint pour sa sécurité physique, elle peut faire une demande à l'IVAC et pour sécuriser et protéger la victime à ce moment-là. Il y a des critères qui sont exigés. Et si elle est acceptée par l'IVAC, nous, on a automatiquement la démarche. De sorte que si la dame répond aux critères, elle craint pour sa sécurité physique, elle craint pour sa sécurité physique et elle a fait la demande à l'IVAC. Si elle est acceptée, à ce moment-là, l'IVAC va défrayer et faire installer un système d'alarme chez la victime pour sa protection. Bon, on parle de quel type de système d'alarme? Est-ce que c'est vraiment une espèce de bouton panique qui est mis en quelque part dans la maison? Est-ce que c'est sur la personne, comme on voit un peu pour les personnes âgées, parfois en perte d'autonomie, là, on installe des trucs comme ça, mais techniquement, ça fonctionne comment? C'est vraiment un système d'alarme qui est installé au domicile de la dame, OK, lorsqu'elle craint pour sa sécurité, elle déclenche le système et là, nous, on reçoit l'information. Et au service de police, moi, pour l'adresse concernée, lorsque je vais recevoir l'approbation, je vais faire installer je vais faire une alerte dans le système de répartition assistée par ordinateur, de sorte que lorsque la dame va activer son système d'alarme, nous, on va savoir automatiquement que c'est un protocole ISA et que sa sécurité est en danger. Donc, c'est une priorité d'appel en termes de réponse. Est-ce que ça existe ou existait depuis quelque temps au Québec ou ailleurs dans le monde? Ça existait au Québec dans 3 ou 4 services de police, sauf que nous, ici à Saint-Jean, on a fait des particularités pour maximiser la protection de la dame. Ce n'est pas nécessaire que la dame ait porté plainte au service de police. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un rapport de police. On capitalise sur protection, sécurité pour la dame. Donc, dès qu'elle craint, elle peut, via les différents organismes, que ce soit la maison INA ou autre, faire une demande à l'IVAC. Bon. Là, la question que je me posais, parce que j'essayais de penser à ça dans les derniers jours, si madame se fait installer un système d'alarme à la maison, bien, monsieur va s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a un risque accru? Est-ce que ça peut créer des ennuis de par le fait que monsieur se rend compte que madame a fait installer un système d'alarme? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre un peu la nuance entre les deux. À l'heure actuelle, ça n'a pas donné, ça n'a pas été dans ce sens-là. Donc, oui, monsieur peut savoir que la dame s'est fait installer un système d'alarme, mais malheureusement, dans les dossiers de violence conjugale, il y a plusieurs cas où l'ex revient à la maison, fait des menaces, voire même des voies de fait, des agressions sur la dame. Alors, à ce moment-là, on va éviter ça, là. Donc, je comprends que c'est pas toujours dans la nature où les deux personnes habitent sous le même toit, mais que dans le cas de quelqu'un qui pourrait craindre pour sa sécurité ou celle de ses enfants et n'habite plus, disons, avec le conjoint violent, elle pourrait se qualifier pour avoir le système d'alarme. Exactement. Pour le protocole ISA,
la dame doit être seule. Monsieur ou Je comprends. l'individu, l'homme, ne peut pas être à la maison. Ça prend obligatoirement une séparation là, du couple là, Je à ce comprends. niveau-là. Mais ce qui Et m'apparaît ça plus prend... logique, parce que je trouvais ça un peu bizarre de dire, bon, mais là, monsieur sait que madame se fait installer un système d'alarme. Je trouvais ça un peu particulier, mais de ce que je comprends, il faut que la dame soit vraiment seule à la maison avec ses enfants, donc pas de conjoint. Il Là. faut Ouais. que la dame soit seule ou avec ses enfants dans un endroit X qui est Ouais. reconnu pour elle. Monsieur, il y a eu une séparation de couple Je et comprends. c'est pour éviter le retour de l'ex, les agressions, le harcèlement de tout part qui amène une crainte pour la sécurité de Je la comprends. personne. Mais si je reviens à Et ça, le, donc les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un historique de plainte à la police, mais peuvent passer, je ne sais pas, moi, par SOS violence conjugale ou la maison INA ou bref. Donc, ce n'est pas une obligation en soi. Ça, c'est une particularité pour le protocole de Saint-Jean. Ouais. C'est la première fois que ça se fait et on OK. le veut comme ça parce qu'on veut capitaliser sur la sécurité de la victime. Bon. Là, dans le fond, on va commencer. Est-ce qu'il y en a déjà d'installés à Saint-Jean ou si ça, dans le fond, ça va venir dans les prochains mois? Ça va venir dans les prochains mois. On a signé le protocole vendredi dernier et on sait qu'il y a déjà des demandes à l'IVAC, Ah oui? par contre. Oui, il y a déjà des demandes à l'IVAC. Aussitôt qu'on a publicisé le protocole, il y a eu des gens qui ont fait via la maison INA des demandes. Mais je présume que dans le fond, c'est que dans les faits, c'est plus rapide. Disons que la dame est dans sa maison sans que monsieur revienne. Bon, elle craint pour sa sécurité. Donc, plutôt que d'appeler le 911 et de répondre aux questions, etc., donc elle appuie sur le bouton et là, ça se rend directement. Là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement. Et c'est déjà même, il y a déjà une alerte qui est installée dans notre système de répartition assistée par ordinateur. Dès que le système d'alarme va pointer, ça va même indiquer que c'est un protocole ISA. Donc, rapidement, les autopatrouilles vont pouvoir être en direction. Et dans le fond, on sauve quoi? On sauve des secondes et des minutes précieuses? Oui, et puis à certains moments, la dame pourrait être, je ne sais pas, dans l'excitation, ne trouve pas, aujourd'hui, il y a de moins en moins de téléphones filaires, alors elle ne trouve pas son téléphone et ainsi de suite, donc on sauve du temps. OK. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même nouveau dans les faits, mais je trouve ça intéressant comme concept. Puis je présume aussi pour... tu sais, je me mets souvent dans la dynamique des gens qui vont porter plainte. Puis là, bien évidemment, des fois, c'est pas parce qu'on porte plainte que monsieur va être emprisonné du jour au lendemain. Là, on connaît l'enquête, la justice et tout ça. Puis après avoir purgé même une peine, il pourrait revenir en circulation. Mais on peut comprendre que même s'il y a des interdits de contact, les gens gardent toujours quand même une certaine crainte à ce que quelqu'un puisse revenir dans le portrait, là. Bon, c'est là que c'est intéressant, le protocole, parce que si on veut éliminer la crainte pour madame, on veut la sécuriser. Alors, Ouais. à ce moment-là, ça a un effet très positif sur la qualité de vie de la dame également. Ouais. Parce que si elle n'a pas de système d'alarme, puis que le monsieur revient à tout moment, elle est très craintive, Ouais. elle vit un stress par rapport à ça. Des fois, on voit, et malheureusement, je vous le dis, il y a de plus en plus d'interventions, d'altercations, je dirais, d'interventions où l'ex revient, fait des menaces, se livre à des voies de fait. J'ai même des agressions à ce niveau-là. Et c'est malheureux, je vois ça régulièrement dans les rapports quotidiens. Bon, mais ça, c'était un peu mon autre question. Dans une ville de près de 100 000 habitants, les plaintes liées là, à la thématique de la violence conjugale, est-ce que ça occupe, disons, un bon espace dans le nombre de plaintes que vous traitez dans une année? Bien, c'est peu quand même, si je pourrais dire. Par exemple, pour la ville de Saint-Jean, l'an passé, il y a peut-être eu 250 interventions. Mais il en demeure pas moins qu'on sait que c'est une problématique qui est connue. C'est une problématique qui est très persistante parce qu'il y a un cycle de violence conjugale. On sait qu'avant que la dame porte plainte, elle est victime à de nombreuses occasions. Alors, donc, il y a tous ces éléments-là, là, et
pour maximiser la tranquillité, la quiétude de la personne. C'est la raison pour laquelle on l'a maximisé. Et on a à peu près 250 plaintes par année. Et pour moi, c'est 250 plaintes de trop. Parce que je ne comprends pas, on est quand même en 2021, les gens sont instruits. En ce qui me concerne, personne a une autorité ou a le droit de blesser quelqu'un ou de se livrer à des voies de fait sur quelqu'un, là, que ce soit entre conjoints ou non. C'est un principe là, pour moi. Je comprends. Mais en même temps, on dit, oui, 250 plaintes. On comprend que les cas n'ont pas tous la même sévérité. Mais il s'agit juste qu'il y ait le fameux cas de trop qui, malheureusement, va dégénérer de façon tragique. Hein. C'est toujours ça qu'on essaie d'éviter ultimement. Là. Et que les gens se sentent en sécurité aussi. Exactement. Puis vous voyez, au Québec, cette année, c'est un triste record. Il y a eu 10 féminicides. Alors, les féminicides, là, c'est pas normalement, là, c'est pas la première intervention. Là. Comme je vous disais, là, c'est le cycle. Et les gens sont généralement vulnérables dans cette relation de couple-là. Donc, le protocole ISA, maintenant disponible sur le territoire desservi par la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, un système d'alarme, d'alerte en cas de violence conjugale relié directement. Donc, on comprend un peu le principe et on comprend maintenant que c'est disponible sur le territoire. Bref, merci infiniment pour ces informations. Puis, en souhaitant que ça soit utile et que les gens qui en ont besoin puissent peut-être, oui, ultimement en faire la demande pour leur propre bien-être et sécurité. Merci beaucoup. Parfait. Merci, au plaisir. Reste avec nous. Au retour, on reçoit une fonctionnaire municipale qui a pris sa retraite, qui a été grandement impliquée dans le domaine de la culture. François, belle émission cette semaine. Absolument, on parle du nouveau livre Amour foot avec Dany sans chagrin et en deuxième partie, son fiston, qui est avec nous directement de la Tunisie. Nous, on enregistre le 11 mai, c'est l'anniversaire de ma maman, mais en passant, on lui fait pas une fleur. Hein? C'est excellent, le livre. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Elle a pris sa retraite tout récemment, en fait, dernier jour de travail le 30 avril, travaillait pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de régisseur culturel pour le service du loisir, de la culture et du développement social. Dominique Richer est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Je trouve ça important de signifier puis d'expliquer au public parce que parfois le travail de fonctionnaire est méconnu, mal compris. Parfois, même des fois, on casse du sucre sur le dos des fonctionnaires. Hein. C'est un peu... c'est facile dans une discussion de salon. Et pourtant, il y a des fonctionnaires qui sont importants pour leur ville, pour leur communauté. Et je trouve ça intéressant parce que le Canada français, avec la plume de Karine Guillet, a fait un beau papier dans le Canada français pour souligner les 30 ans de travail et de passion de Dominique Richer au service de la culture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, bonne retraite officiellement. Merci. Comment ça se prépare, une retraite? Est-ce que ça se prépare? Oui. Est-ce que ça se prépare vraiment? Oui. Ben en fait, moi, j'avais quand même un rêve que je poursuivais personnel, puis en fait, qu'on poursuit encore, d'autosuffisance alimentaire. Donc,
Ma retraite, ça a été pour moi de m'acheminer encore plus concrètement dans cette autosuffisance-là. Là. Fait qu'en juillet dernier, on s'est acheté une ferme de 86 acres. Donc, c'était comme mon plan de retraite à moi, c'était de me consacrer à ça essentiellement. Là. Maraîchage, élevage de petits animaux, le bonheur, quoi. Les deux pieds dans le jardin. Est-ce que la pandémie et par conséquent l'absence d'événements culturels dans la dernière année ont accéléré la décision de prendre sa retraite maintenant? Je dirais oui, clairement. Le télétravail, le fait de programmer puis de déprogrammer, de ne pas pouvoir faire ce qui me passionnait essentiellement en développement culturel, rassembler des gens, tout l'échange avec la communauté créative de Saint-Jean, toutes ces pertes-là de rencontres, c'est sûr que c'est un facteur de... Tu finis par perdre le fil de ton milieu, tu ne te vois plus. Oui, c'est sûr que ça a une incidence. Quel est le regard que tu portes sur ces 30 années d'implication et d'investissement auprès de la communauté culturelle à Saint-Jean? Je dirais que je pars satisfaite du travail effectué. J'ai le sentiment général d'avoir fait avancer une cause qui s'appelle le développement culturel local. Pour moi, puis je l'ai dit à Karine aussi lors de l'entrevue au Canada français, les créateurs, les gens créatifs de la communauté, qui sont très nombreux, on a la chance de vivre dans une ville où est-ce qu'il y a énormément de potentiel créatif. Puis ces gens-là, ils sont tellement nourrissants, ils nous apportent tellement beaucoup de choses, ils nous font voir la vie autrement. Cette communauté créative-là, c'est elle qui m'a passionnée pendant des années et qui, à faire rencontrer des gens, à faire naître des projets, on s'alimentait à cette source-là beaucoup. Le fait de ne plus pouvoir les côtoyer, ça a vraiment, pour moi, ça a peut-être accéléré le processus de réflexion de la retraite. En quoi un ou une fonctionnaire dédié à la culture dans une ville comme Saint-Jean a-t-elle une importance, un impact dans la communauté? C'est un peu ça que je veux qu'on mette en relief dans cette discussion-là aujourd'hui, parce qu'on dit, OK, bon, la fille est fonctionnaire, travaille à la ville, à la culture, mais dans le fond, c'est quoi son rôle? En quoi elle a de l'impact ou de l'influence auprès des gens qui travaillent en culture dans la ville? Écoute, c'est sûr, moi, je me suis toujours définie moi-même comme une guerrière de la culture, parce que la culture, c'est pas facile comme milieu, dans le sens où c'est pas jamais acquis. Au début de mes mandats, les premières années à la municipalité, chaque dollar qu'on investissait en culture municipalement, on le remettait en question l'année suivante parce que c'était considéré comme secondaire, comme à la limite pas requis. Et pour moi, c'est tellement essentiel, c'est fondamental que cette communauté-là vive des moments culturels, partage avec sa communauté. Tu sais, le pouvoir de la culture, c'en est un pour moi de savoir, de connaissance de soi. C'est, pour moi, l'histoire, le patrimoine bâti, la vitalité, nos créateurs, leur présence dans le milieu, c'est de la vie, c'est fond. Donc, c'est quoi? C'est de prendre les enjeux des représentants de la culture puis de les amener au niveau municipal afin de convaincre, afin d'aller chercher les sous en question, de convaincre la direction, les élus du bien fondé d'investir en culture? Oui, c'est sûr que ça a été longtemps une guerre à mener. Puis à chaque nouveau conseil municipal, on recommence à zéro parce que là, tous tes alliés ou tous ceux qui croyaient à ce que tu faisais ne sont pas nécessairement dans le nouveau conseil. Fait que oui, c'est une bataille, mais je te dirais que ce qui nous a donné grandement un coup de main, c'est la signature d'entente de développement culturel qui découle de l'adoption de politiques culturelles. C'est très charabia ministériel. Oui, là, mais ultimement, ça a des impacts concrets. Oui. Oui, parce que ces argents-là font en sorte que tu as des outils, tu as des leviers. Tu peux prendre tes gens, justement, dans ta communauté qui ont ce potentiel-là extraordinaire, puis leur donner des mandats, puis de faire en sorte que sur la place publique, ça paraisse, la culture soit présente. Ouais. C'est un peu comme le parallèle. Je ne sais pas, moi, le chef de police dit « j'ai besoin de 8 policiers additionnels parce que telle affaire, j'ai besoin de plus de pompiers ». Ou le directeur des travaux publics dit « j'ai besoin de plus de cols bleus pour patcher des nids de poules ». C'est concret, ça. La culture, c'est comme... C'est un flou mou.
C'est ça. Il faut être convaincant, il faut trouver nos alliés, il faut servir des arguments pour aller chercher sa part du gâteau et non pas être perçu comme une bête dépense dans l'appareil public. Là. Tout à fait. Mais je pense qu'au fur et à mesure que les années ont passé, en tout cas ma crédibilité ou la crédibilité du secteur de la culture, il s'est comme cristallisé un peu plus. Je n'ai pas eu à me battre tous mes mandats. Au contraire, c'est à la fin de mon travail à la Ville, je pouvais même compter sur des alliés dans d'autres services qui me disaient hey, « Dominique, on va faire un nouveau parc, ça serait le fun qu'on mette des sculptures, tu peux-tu t'en occuper? » Là, il y avait vraiment une compréhension de la plus-value que la culture peut représenter dans ton milieu de vie. Parce que le portrait culturel de la Ville, tu sais, souvent, ce qui nous vient en tête, évidemment, il y a l'omniprésence de l'ASPEC avec le cabaret-théâtre et les deux rives, mais il y a le musée du Haut-Richelieu, il y a Artaud, il y avait Action Art Actuel, qui malheureusement est disparu. Il y a la présence des parcs, mais c'est très, très diversifié. Là. Il y a même eu le lancement du site maculture.ca. Bref, il y a eu quand même des points d'ancrage importants. Là. Tout à fait. Puis de rassembler les gens, je pense que ça a été une des belles grandes réussites. Je pense que ça a été de faire en sorte que le milieu culturel se solidarise les uns par rapport aux autres. Je veux dire, ils sont tous maintenant... partie prenante au vernissage d'une exposition au musée du Haut-Richelieu. L'ASPEC va être présente, Artaud va être présent, parce que cette communauté-là, c'est ici serré maintenant. Ça, c'est un bon point, parce que moi-même, qui occasionnellement fait des entrevues sur le sujet, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que les gens qui travaillent en culture sont plus solidaires qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. 30 ans, il y avait des déchirements, des guéguerres de clochers. Tout à fait. Mais à la limite, la question que je me pose, c'est est-ce que la fusion au début des années 2000 a un peu forcé les gens à se solidariser ou je sais pas? C'était commencé avant. Ouais. C'était commencé avant. Je pense que c'est justement la politique culturelle municipale, la table de concertation qu'on a eue en culture, qui était rattachée à l'époque au CLD, a fait en sorte que les gens s'assoient à la même table puis discutent ensemble. Puis là, c'est là qu'on constate aussi, on avait une lacune. Là, au niveau communicationnel, on n'avait pas de plateforme pour faire valoir nos activités culturelles. Maculture.ca est né de cette réflexion-là, de ce partage-là. C'est sûr que de s'asseoir ensemble puis de voir où est-ce qu'ils sont tes forces puis où est-ce qu'ils sont tes faiblesses, ça te permet de construire l'avenir ensemble. Puis c'est ça qui a permis, dans le fond, qu'on évolue, là. Dans l'article du Canada français, tu disais à la journaliste, dans les prochaines années, le plus grand défi de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est de se doter d'une attraction culturelle permanente. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir que les autres n'ont pas? Tu veux que je te parle de mes rêves? Oui, les plus fous. C'est souvent comme ça qu'on commence. Hein? Bien, je l'ai sommé souvent, puis je le dis à toutes les fois que j'ai l'opportunité de le dire. Moi, je pense qu'on a un potentiel incroyable dans le secteur l'Acadie. Pour moi, l'Acadie, fondée par une poignée de déportés qui sont remontés des États-Unis, qui ont constitué ce village-là, et l'intégrité patrimoniale du site, le fait que la municipalité est propriétaire de l'église et du presbytère maintenant, il y a comme un fort potentiel d'attractivité dans ce site-là. Et au-delà de ça, il y a quand même tout un pan de notre histoire, là, qui est la déportation acadienne, qui a permis la fondation de ce village-là, qu'on ne connaît peu ou pas. Je me dis que numériquement, il y a moyen de reconstruire quelque chose à l'intérieur de l'Église qui pourrait nous remettre au goût du jour avec des technologies. Je suis allée récemment, ça fait déjà quelques années, au village fantôme de Val-Jalbert. Puis dans la pulperie, ils ont reconstitué des pans de l'histoire de Val-Jalbert en numérique, mais ils font vivre quand même une expérience quand même assez extraordinaire. Je me dis, on a tout ce potentiel-là dans le secteur de l'Acadie, historiquement parlant. Les bâtiments, on les a. On a quelque chose qu'on pourrait faire d'unique, qui pourrait être une attraction ouverte à l'année, billets vendus, présence du public, parce qu'il y a un public pour ça. Le Fête patrimoniale de l'Acadie, il y a du monde qui vont là, qui viennent parce que le sentiment d'appartenance à la communauté acadienne est très vivant encore. Il y a tout ce potentiel-là. Puis il y a une âme, une force dans ce qu'on a été, ce peuple-là qui s'est constitué autour du noyau villageois. C'est unique quand même.
Quelle est la plus grande fierté ou la plus grande réalisation de ces 30 dernières années? Bien, on l'a nommé tout à l'heure. Moi, je pense que moi, j'ai été un peu comme la glu ou le ciment autour des briques, là, tu sais, parce que la force de la communauté culturelle était déjà là. Mais moi, j'ai servi peut-être de catalyseur, de ciment entre les différentes briques pour constituer quelque chose de plus solide, hein, qu'on remet moins en question régulièrement, parce que ça l'était jadis, mais... je pense que c'est d'avoir été capable de solidariser les gens, puis d'être capable, des fois, de dépister chez même des personnes qui le savent même pas, tout leur potentiel, puis de leur donner la scène ou la place que... Parce qu'il y a ça dans l'instinct culturel, en moi. Là, tu sais, je me dis, cette personne-là, il faut absolument qu'on lui donne une opportunité de se réaliser parce que il y a quelque chose dans ces gens-là. Mais ça, je disais, les créateurs, pour moi, il y a ça. On a eu des beaux parcs. Tu sais, je prends l'exemple du parc des Éclusiers, dans lequel tu as eu à travailler. Oui, Pascal Hébert, qui a fait le banc, je veux dire, c'est venu à discuter avec elle. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose d'acceptable. C'est elle qui l'a fait, oui. Mais c'est toi qui as... Bien, en fait, la ligne directrice du site comme tel, c'est vraiment avec Parc Canada que ça s'était... tu sais, qu'on voulait parler de la navigation sur la rivière. Mais le choix de l'artiste, c'était toi. Ben oui, mais tu sais, il faut que tu connaisses. Donc, voilà une fonctionnaire qui a eu une influence positive sur un truc qu'on voit aujourd'hui. Oui, puis tu sais, la majorité des parcs à cette heure, on a des pièces, des sculptures, des circuits, des panneaux d'interprétation historique. Il faut faire valoir ce qu'on a. On est chanceux, on vit d'une ville pleine d'artistes, mais aussi pleine d'histoires. Dominique Richer, merci beaucoup. Félicitations pour ces belles années. Probablement qu'il y a bien des gens qui vont être un peu tristes de te voir quitter, mais la vie est ainsi faite, puis il y a bonne chance pour les prochains projets. Je viendrai à la ferme chercher des légumes. C'est bon, merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Prochaine collecte de sang, c'est du côté d'Iberville à l'Aréna Marcel Larocque, organisée conjointement avec Emma Québec et Boom 104.1. C'est le lundi 7 et mardi 8 juin de 13h à 20h. Et évidemment, depuis la pandémie, les collectes de sang se font sur rendez-vous. Vous devez contacter Emma Québec à cet effet. À demain. Bye-bye.